Après une semaine d'usage intensif, retour sur les performances promises par le Mac Studio. Quel modèle choisir? Faut-il privilégier un modèle M1 Max ou un M1 Ultra? Retour également sur les secrets de ces nouvelles puces. Quel est le plan d'Apple pour prendre le dessus sur Intel, AMD et Qualcomm? À quoi ressemblera la génération suivante de processeurs qui devrait équiper le futur Mac Pro? Débat. If you're looking for a great VPN, truly dedicated to protecting your privacy, choose CyberGhost VPN. Just one subscription allows you to protect up to 7 devices at the same time, whether you're on Windows, Mac OS, iOS, Android, Linux, routers, smart TVs, or other devices. We have over 30 million users worldwide, and we offer great prices. A 45-day money-back guarantee, 24/7 support in 4 languages. Oh, and we keep absolutely no logs. So, go ahead, become a ghostie today, and stay safe and secure. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire avec comme invité en plateau cette semaine mon ami Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Quel beau t-shirt Laurent. Je suis très content d'être là, surtout que tu voulais plus de moi depuis 3 semaines, alors ça y est. Abonnez-vous et en plus vous pouvez même pouvoir nous joindre. Voilà. Allez voir. Voilà, vous avez dans la description le lien pour acheter le t-shirt d'ORLM. Vous avez 2 versions. Celle-ci est une version limitée. Hein. Celle-ci est la version officielle qu'a Laurent et vous avez les versions, toutes les couleurs que vous avez, possible imaginables, dans la description de la vidéo et directement sur la chaîne YouTube. Dans On refait le Mac. Il teste ses Mac Studio de manière intensive depuis plus de 2 semaines à présent. Il est à Lausanne, comme chaque semaine. Didier Poulicani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut. Alors moi, mes nouveaux t-shirts, vous pouvez les acheter partout en fait. Elle est très connue cette marque. Ouais, mais nous on n'est pas aussi, on n'est pas un célèbre. Pour les Lewis Hamilton. Voilà, on n'est pas Lewis Hamilton, on n'est pas un célèbre youtubeur, donc on n'a pas de sponsor, on est obligé de faire nous-mêmes nos propres t-shirts. Enfin, également, autre invité cette semaine en duplex de Bordeaux, notre expert en processeur qui suit de près la stratégie d'Apple autour de la puce M1 depuis des mois maintenant, Monsieur Frédéric Crassa. Bonjour Frédéric. Bonjour Olivier, bonjour Laurent et bonjour Didier. Je suis ravi d'être avec vous. Alors, si tu m'arrêtes, je dis de bêtises. Hein. Tu travailles comme ingénieur au réseau pour un célèbre opérateur au logo orange. Je ne vois pas du tout de quoi il s'agit. Et tu t'es passionné depuis plusieurs mois maintenant pour la puce Apple Silicon. Hein, et tu es vraiment incollable sur le sujet. On a fait une réunion l'autre jour pour préparer cette émission. Et rien que la réunion a duré 1h30 avec Laurent. Tes travaux ont été repris un peu partout sur la toile par de célèbres youtubeurs et notamment Vadim de la chaîne Mac Tech. Et tu vas nous révéler ce soir tous les secrets, ou presque, du M1 Ultra. On a hâte. En attendant, un petit mot à notre partenaire CyberGhost qui vous propose un bon plan de nouveau cette semaine si vous recherchez un VPN pour protéger votre présence en ligne et rester à l'abri des regards indiscrets ou encore le streaming. CyberGhost, c'est le VPN qu'il vous faut. Chiffrement de pointe tout en étant simple d'usage, gestion jusqu'à 7 appareils et bien sûr tous les modèles d'Apple qui tournent sous macOS, iOS, iPadOS et même Laurent, l'Apple TV. Pour toute souscription à un plan de 3 ans, CyberGhost vous offre 4 mois gratuits. Vous retrouverez le lien dans la description. C'est une belle manière également de soutenir On refait le Mac en plus de nos t-shirts. Avant de parler du Mac Studio, on va sur l'un de nos 2 sondages de la semaine. Regardez, on vous a posé la question toute bête. Quelle est l'avancée la plus appréciable du Mac Studio? Vous étiez une large majorité à répondre, bien sûr. On va en parler avec Frédéric tout à l'heure, de la puissance de cette puce M1 Max et de cette puce M1 Ultra. La connectique, 16,4%. La compacité, 9,3%. Enfin, le rapport qualité-prix, moi, je trouve que c'est plutôt ce point-là, 22,1%. La puissance est donc publicité. On fait le point avec Didier et ses tests. Puissance, oui mais, parce que oui mais c'est Didier, hein. C'est comme ça que ça marche Didier. On a commencé à défricher avec toi la semaine dernière les premiers tests, notamment sous Geekbench, qui confirment en mode théorique, hein, si on les reprend pour ceux qui ne l'ont pas vu la semaine dernière, Didier, que le Mac Studio Ultra est aussi puissant qu'un Mac Pro de 2019, tu confirmes, dans Geekbench. Ouais, Geekbench, qui, on rappelle, est un peu une arnaque, hein, parce qu'il
En fait, il fait plein de petits calculs à la suite, puis après, il fait un score global avec de la pondération. Donc, si par exemple, tu vois, là, les Mac M1, ils sont très, très doués en conversion vidéo, bah, forcément, là, tu vas défoncer un petit peu du Intel. Tu vas défoncer aussi le Mac Pro parce que lui, il avait des routines aussi qui étaient pas présentes à l'époque pour certains calculs. Donc, oui, là, sur notre test, il va être devant, tu vois, un 28 cœurs de 2019. Précisons quand même que 2019, des Xeon, tu vois, c'était déjà un petit peu vieux. C'est vieux. Bon, voilà, c'est pas très choquant comme score, mais on va voir juste après que les scores peuvent s'inverser aussi. Hein. Alors, juste un mot maintenant pour le côté GPU, peut rester sur le théorique pur, si tu veux en dire un mot, de Geekbench 5 toujours. Oui, alors là, ça c'est un test sous métal, donc ça teste uniquement la partie GPU. Donc là, on a une puce qui a 64 cœurs, qui est quand même assez puissante hein, pour un modèle compact comme ça. Alors, je vous ai mis, c'est intéressant, bon, évidemment, il y a le M1 Max. Là, on avait une version 48 cœurs, parce que là, tu vois, je viens de recevoir seulement la version 64 cœurs aujourd'hui, donc Apple a du mal un petit peu à livrer. Mais voilà, tu vois que c'est quand même beaucoup plus puissant qu'un Mac M1, par exemple. Hein. On est, tu vois, un rapport de 1 à 8 quasiment. Par contre, si tu compares au Mac Pro, tu vois, c'est notre point de comparaison quand même. À l'époque, tu pouvais mettre une Vega 2 Duo, donc un double GPU en fait, et même, on va dire, une Vega 2 simple. Et ben, tu arrives en fait à peu près 2 fois le score de la Vega 2 Duo, donc à peu près une Vega 2 normale. Donc qui était quand même une vieille carte à l'époque hein, déjà, donc c'est pas ouf. Mais voilà, c'est impressionnant en termes de consommation, en termes d'encombrement. Mais par exemple, dans ton Mac Pro, aujourd'hui, tu peux mettre des cartes beaucoup plus récentes, beaucoup plus puissantes en quantité, 2, 3. Donc en termes de GPU, c'est bien, mais on peut faire mieux avec des plus vieilles machines quand même. Bon, un test que tu aimes bien mettre en avant, qui te semble plus caractéristique et beaucoup plus illustratif que... J'invente des mots, hein, c'est nouveau. Que Geekbench, c'est la puissance, et qui illustre la puissance brute du processeur pour du calcul 3D, c'est Cinebench. Tu nous en parlais la semaine dernière et on n'avait pas eu le temps de le montrer. C'est le moment, hein, Didier. Oui, là aussi, c'est un indicateur. Hein, c'est un seul type de calcul, parce que c'est du calcul 3D donc dans Cinebench, Cinema 4D. Et donc là, tu vois que les scores s'inversent avec la puce Intel, donc 12900K, qui est la dernière puce, on va dire, grand public, desktop, qu'on aurait pu avoir dans un iMac 5K, par exemple, cette année. Et là, tu vois qu'elle est, par exemple, derrière le Ultra, et pas mal derrière quand même. Ouais. Et puis, enfin, les devant, pardon, le Ultra est pas mal derrière. Et puis le M1 Max, c'est quand même 2 fois plus lent aussi que cette puce. Mais voilà, encore une fois, en termes de consommation, là, tu es à 20 watts. Chez Intel, tu peux monter quasiment à 150 watts, 200 watts. Donc là aussi, on est gagné en termes de conso. Mais si tu regardes juste le côté purement calcul, tu vois, tu veux juste de la puissance, bah, la puce d'Intel, elle a bien rattrapé son retard quand même. Allez, peut-être une réaction de la part de Fred. Est-ce que les premiers chiffres bruts que nous révèle Didier ce soir te semblent cohérents par rapport aux annonces et aux promesses d'Apple qui étaient très ambitieuses autour de cette puce M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra? Oui, ben, après, je pense qu'Apple survend, c'est la règle du jeu, Intel fait pareil, et survend un petit peu la puissance en exposant tous les superlatifs. C'est vrai qu'il compare avec les anciens Mac, qui étaient quand même, comme Didier, assez anciens, mais en même temps, c'est logique de comparer avec l'ancienne génération. Maintenant, je méfie avec les outils de bench, parce qu'on a vu, je pense que Didier pourra en parler, que les outils de bench n'exploitent pas complètement la puissance. Je ne pense pas que tous les logiciels soient adaptés à tester vraiment la performance brute de la nouvelle architecture Ultra. On en parlera. Mais tu as vu qu'il y a certains constructeurs, eux, par contre, qui réalisent des puces sur mesure pour Geekbench. C'est une célèbre marque coréenne, mais pas de polémique, Didier. Alors, Didier, justement, parmi les tests de production que tu as réalisés, tu t'es pas mal concentré, bien sûr, sur le montage vidéo. Ça nous concerne au premier chef ici, on refait le Mac et dans notre studio. C'est le cœur du marché de ce Mac Studio. Et les gains promis par Apple et reflétés dans Geekbench ne sont pas toujours aussi évidents dans Final Cut Pro, Didier. Bah oui, comme les logiciels de bench, les logiciels normaux, il faut aussi les optimiser pour la puce. Et là, par exemple, je fais des tests réguliers, tu vois, sur des grosses vidéos 4K où je mets juste des effets basiques, donc du flou, des contrastes, etc. Et puis, en fait, là, tu t'aperçois que les gains qu'on avait, qui étaient assez impressionnants, quand tu passes, je sais rien, de 4 cœurs à 8 cœurs, de 8 cœurs à 16 cœurs, bah là, par exemple, entre un Max et un Ultra, tu vois, ça divise pas par deux. Des fois, tu gagnes même rien. Par exemple, tu vois, sur la petite courbe verte, là, qui doit être le blur, le flou, eh ben, on n'a rien gagné entre un Max et un Ultra, alors qu'on a quand même 2 fois plus de cœurs CPU. Et en fait, quand tu affiches comme ça les cœurs à l'écran pour voir qui travaille, tu t'aperçois que dans Final Cut, bah, ces effets-là, ils exploitent que la moitié des cœurs, parce que Apple n'a pas encore mis les optimisations. Alors, je ne sais pas si on va en parler juste après, mais tu as d'autres programmes, comme DaVinci Resolve, qui sont beaucoup plus optimisés. Donc voilà, il faut vraiment bien se méfier de tout ça, parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a une mise à jour qui va arriver et qui va exploiter toute la puissance.
Il y a le théorique, il y a le pratique. C'est quand même assez paradoxal, Didier, que le cœur du réacteur, Apple et Final Cut Pro, ne soient pas encore optimisés pour tirer parti du M1 Ultra. C'est quand même assez étonnant. Bien. Oui, mais parce que je pense que pour chaque effet, il faut qu'ils adaptent, si tu veux. La façon de calculer un flou, c'est pas la même que calculer des contrastes. Donc à chaque fois, il faut optimiser. Laurent. C'est quelque chose qu'on a déjà abordé. On a dit que le gros problème, et on l'a abordé ça fait 1 an et demi qu'on l'aborde, on le dit, le gros problème du changement d'architecture, c'est la dimension logicielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Apple, la dimension logicielle, elle est aussi problématique que chez n'importe quel éditeur. C'est-à-dire qu'ils ont l'équipe hardware, puis ils ont l'équipe logicielle. Bien sûr, logiquement, tu dis, mais attends, Apple, ils bossent de façon uniforme. Non, ils ont une équipe hardware qui essaie de faire la meilleure machine, et puis ils ont une équipe logicielle qui essaye d'optimiser les logiciels. Aujourd'hui, l'optimisation, elle n'est pas totale. Et moi, j'ai été au départ étonné, parce que je me disais que ça serait une façon pour Apple de ramener du monde dans le giron. Imagine, tu fais un Final Cut Pro et il est hyper optimisé, et du coup, tu fais la différence entre un Final Cut et la solution concurrente. Première, mais on va prendre Premiere ou DaVinci, mais l'un ou l'autre. Et tu dis, waouh, il y a un tel écart que, ben oui, aujourd'hui, je gagne tellement de temps au montage que ça vaut le coup de passer de l'autre côté. Là, c'est un peu plus subtil, tu vois. Ils vont y aller. Attention, et c'est ça que je voulais dire, le problème, c'est que si même Apple a du mal à mettre les équipes, à aligner les équipes, imagine les autres sociétés. Donc, c'est très juste. Même constat, justement, Didier, tu as testé d'autres aspects de Final Cut, notamment pour résumer le gain du M1 Ultra par rapport au M1 Max. C'est pas également au rendez-vous au niveau quelque chose qui est très important pour les vidéastes, c'est l'export sur Final Cut Pro quand tu passes du ProRes au H264. En fait, ça, c'est les accélérations hardware, donc des petites puces, des micro-puces de décodage, si on peut dire, qui te mettent à l'intérieur du processeur. Avant, on appelait ça des coprocesseurs. Enfin, ça dépend un petit peu de l'implémentation. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'on optimise certains exports. Voilà, tu fais effectivement certaines conversions de format qui sont très courantes. Et du coup, tu veux gagner le plus de temps possible. Donc là, effectivement, on te met des Media Engine, ils ont appelé ça comme ça. C'est effectivement des puces de décompression hardware. Plus on te met des cœurs de Media Engine, plus tu peux balancer des calculs là-dessus simultanément, et plus tu peux accélérer, donc réduire tes temps de rendu finalement. Et là, ce qui était assez amusant, c'est qu'Apple nous a dit, oui, on a doublé les Media Engine, donc on en a 2 sur le Max, donc on en a 4 sur le Ultra. Et là, tu vois, tu fais des exports, et je n'étais pas le seul, il y en a beaucoup qui étaient très surpris de ça, sauf ceux qui ne testent pas les machines évidemment, mais et on s'est aperçu en fait que il n'y avait pas de différence entre un Max et un Ultra en faisant nos exports dans des formats courants. Et là, tu vois, le ProRes H264, c'est quand même les formats d'Apple. Alors, quand même, je dirais que méfions-nous, parce que Apple, en fait, utilisait une version de Final Cut qui n'est pas encore sortie. Ils l'ont même filé à iJustin, tu vois, ils ne l'ont pas filé à moi. Les salauds. Et du coup, peut-être que ça va arriver dans la prochaine version, mais peut-être que c'est lié justement à l'architecture. Tu vois, je ne sais pas si on a des infos là-dessus, mais le fait d'avoir accolé 2 puces comme ça, peut-être qu'ils n'arrivent pas à appeler les 4 Media Engine en même temps. C'est possible que ce soit une limitation hardware aussi, quoi. Pour rebondir ce qu'a dit Laurent, un truc que j'ai remarqué, mes post-keynote, vous avez peut-être remarqué, il n'y a aucune présence de Greg Federighi, qui est quand même le patron du software dans la keynote. C'est vrai. Le seul qui a parlé, c'est John Ternus, qui est plutôt marketing, et qui a expliqué, vous inquiétez pas, au niveau du système, ça va être transparent pour les développeurs. Alors, en tant qu'ex-développeur, je peux vous dire que c'est pas si transparent que ça. Certes, on va pas pouvoir programmer, on n'a pas à programmer des choses très compliquées pour les cœurs, etc. Néanmoins, quand vous avez autant de puissance, quand vous le savez pas à l'avance, c'est difficile. C'est pas transparent dans le code, quoi. Il faut vraiment savoir ce qu'on peut faire pour pouvoir le demander. Et je pense qu'il y a Final Cut, effectivement, ça a été dit aux États-Unis. Tous ceux qui l'ont reçu, les early testeurs, youtubeurs, avaient une version modifiée bêta pour pouvoir exploiter tous ces médias. Donc, alors du coup, tu t'es vengé avec la première Adobe Premiere. Didier, quel est le constat ? Bon, chez Adobe, ils sont pas très. Il faut du temps quand même pour que les choses arrivent. Ils sont améliorés parce que sur les M1, là, ils ont sorti quand même quasiment toute la suite native. Mais là, on a le même problème sur les Media Engine, donc c'est pas plus rapide sur Premiere Pro. En fait, tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que aujourd'hui, tu as déjà une énorme différence entre Final Cut et Premiere. Quand tu fais du montage sous Final Cut, c'est d'une fluidité, c'est assez incroyable. Alors, ils ont fait des progrès récemment, mais même sur PC, Premiere n'est pas ultra optimisé. Donc, les temps d'export, ils exploitent là vraiment directement
directement, ils appellent en fait des routines chez Apple qui sont un peu standards. Donc c'est pour ça que tu as les mêmes résultats en fait dans tous les logiciels quand tu veux exporter en H264. Mais par contre, pour le montage, pour toutes les interfaces, la fluidité, là c'est de l'optimisation pure du programme et c'est ce qui met le plus de temps à arriver en fait. Alors, restons dans le giron d'Adobe et en passant à After Effects. Est-ce que l'application de 3D et d'effets spéciaux, dirons-nous, tire parti du M1 Ultra? Bah, là, j'ai un peu ce que j'avais dans Final Cut, c'est-à-dire que, bon, déjà, il faut savoir, After Effects, bon, moi, je suis pas le king d'After Effects, tu vois, les tests que je fais, en général, ils sont assez basiques, mais par contre, c'est vrai que j'ai cherché quand même des tests vraiment où tu as des grosses différences d'une génération à l'autre, et j'ai beaucoup de mal, c'est-à-dire que ça se fait beaucoup plus par petits paliers, là, tu vois, même, ok, entre un iMac M1 et un M1 Max, tu as une grosse différence, mais c'est pas dingo non plus, quoi. Aujourd'hui, là, par exemple, tu vois, entre le Max et le Ultra, tu sens qu'ils n'exploitent clairement pas tous les cœurs. Là encore, c'est peut-être lié à des optimes, c'est peut-être lié à tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, tu achètes la machine, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Ultra, peut-être qu'il faudra attendre 6 mois, peut-être 1 an avant que les logiciels soient vraiment adaptés. C'est plutôt ça, en fait, le point qui est important. Donc, en matière d'optimisation, tu nous disais tout à l'heure en préambule que Blackmagic et Resolve est plutôt le bon élève? Eh ben, clairement, en fait, Resolve, c'est marrant parce que pourtant, là, tu vois, ils l'ont pas adapté au Mac M1, là, au moment où j'ai fait au M1 Ultra, au moment où j'ai fait mes tests. Et pourtant, par exemple, dans Resolve, tu vois, là, il exploite vraiment tous les cœurs GPU. Donc, là, c'est plutôt vraiment du GPU, là, Didier, qui exploite. Alors, c'est un peu les deux, mais disons que c'est pas mal le GPU, mais il y a quand même un peu de CPU au milieu aussi, ça bosse un peu sur les tableaux, mais surtout, quand tu as beaucoup de cœurs, Resolve, lui, il les prend vraiment tous, tout le temps. Ça, je l'ai vraiment vu, il n'y a vraiment pas photo. Et là, tu vois, avec du M1 Ultra, j'arrive à dépasser la Vega de Duo avec le Mac Pro à 16 cœurs dans un petit C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Hein. C'est hyper bien, parce que moi, j'ai jamais eu ce résultat-là non plus. Après, tu vois, il faudrait peut-être un Mac Pro avec des Xeon tout récents et avec les derniers GPU. Je pense qu'il doit être quand même devant. Mais c'est par rapport à des gens qui ont acheté des machines il y a 2 ans, le bon est incroyable quand même. Plus rapide que le Mac Pro, et encore, tu n'as pas testé encore le 64 cœurs. Donc on verra, tu nous diras ce que ça a donné. Hein. Et pour conclure, Didier, sur la série de bench que tu as fait tout au long de la semaine avec le nouveau Mac Studio, et pour résumer encore une fois la puissance du M1 Ultra, plutôt des tests cette fois-ci en 3D temps réel via des jeux vidéo. Bien évidemment que le Mac Studio ne soit pas vraiment taillé et cible les gamers. Il n'y a pas de jeu optimisé, à part peut-être World of Warcraft, c'est tout. Après le reste, il a fallu un peu bricoler. Hein. Ouais, mais tu sais que là on parlait du soft tout à l'heure, mais c'est un vrai problème, c'est-à-dire que là même les éditeurs de jeux, ils sont de moins en moins intéressés par les Mac M1 parce que ça devient la niche de la niche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de Mac M1 sur le marché pour que ce soit intéressant d'optimiser les jeux pour l'architecture. Donc les nouveaux, ils vont le faire là un peu, mais du coup on va avoir très peu de jeux. Alors c'est vrai, les jeux, ça fait toujours sourire les gens, ouais, de jouer sur Mac, vous me s'acheter une console, ouais, ok, mais il y a quand même des gens qui jouent sur Mac, et surtout c'est un bon système de test, parce que le jeu il teste énormément, enfin il utilise énormément les ressources de la machine. Donc là par exemple dans World of Warcraft, tu as beaucoup de CPU, beaucoup de GPU, tout chauffe au même endroit, enfin tu vois vraiment comment la machine se comporte, ce qu'elle consomme aussi, c'est très intéressant. Là tu vois que jouer à World of Warcraft, là j'étais en 4K, des réglages assez élevés quand même je crois, et 140 FPS, donc c'est plutôt pas mal, même si le jeu est pas méga récent, mais tu vois, ils les optimisent régulièrement, tu as des hautes résolutions. Donc c'est plutôt bien. Après, c'est vrai que ça dépend des jeux, parce que la plupart des vieux jeux, tu peux les tester, mais ils sont émulés au moins sur la partie CPU. Je pense que pour la partie GPU, ça va taper dans des librairies qui sont un peu plus natives. Mais du coup, c'est vrai que c'est difficile d'avoir des bons résultats. Et j'ai un slide, je ne sais pas si tu l'as à l'image, mais qui est assez amusant, qui montre que, par exemple, c'est de l'émulation, c'est Dirt Rally. Et dans Dirt Rally, en fait, plus tu as de cœur, plus il est lent. Alors, ça se joue à rien, c'est 3-4 images par seconde. Ouais. Mais c'est assez amusant parce que je pense qu'effectivement, le titre n'est pas optimisé. Mais il y a peut-être un petit effet, tu sais, plus on met de cœur, plus ça chauffe, et puis peut-être que plus chaque cœur est lent, et comme il utilise peut-être un peu moins de cœur aussi, peut-être qu'il y a un effet comme ça. Mais en tout cas, ça prouve bien que c'est pas parce que tu as la plus grosse que tu iras forcément le plus vite dans toutes les applications. Les jeux, c'est un exemple, mais ça peut être par exemple dans Archicad, tu vois, ou dans Vectorworks, une 3D d'architecture. Ça utilise aussi Metal et ce genre d'API. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bencher les jeux, parce que ça reflète quand même certaines applications professionnelles. Oui, et puis tu l'as dit, c'est aussi le résultat d'un historique sur Mac qui veut qu'il y a très peu de jeux natifs qui ont été développés d'abord sur la plateforme d'Apple. C'est plutôt des adaptations de jeux de PC ou de jeux de console. Et forcément, ça fait beaucoup de moulinettes et d'adaptations au final qui fait qu'on perd en performance, évidemment. Alors, regarde, il y a une question bien précise qu'on avait déjà reçue la semaine dernière, qu'on n'avait pas eu le temps de passer. Elle vient de Human Zero. Quelle est la consommation maximale en watts du Mac Studio? Car c'est
le point fort des puces M1, le rapport puissance-watts. Tu as fait le test, je crois, en vidéo, Didier, et peut-être que Frédéric, tu veux réagir également sur ce sujet. Alors, le test, je l'ai fait de deux façons, sur la partie CPU uniquement. Donc là, on va dire qu'on est à 20 watts au repos, ce qui n'est pas beaucoup, et on monte à 80 watts vraiment quand tu utilises énormément le CPU. Ouais. Et après, si tu fais des tests, tu vois, là, voilà, on voit qu'on dépasse les 160 watts quand même, parce que la lime, elle fait 300, je sais plus, 340 watts, un truc comme ça. Mais tu arrives à monter quand même à 160, à approcher presque les 180 watts. Ça, c'est le Ultra, hein, c'est pas le Max. Sur le Ultra, mais ouais, on ne doit pas être très très loin avec le Max. Le Max, je ne l'ai pas reçu. Hein, donc, mais en fait, on est sur des consommations extrêmement basses, puisque même 150 watts, en fait, c'est la consommation de la puce du CPU Intel tout seul. Et là, quand je t'ai mesuré ça, c'était CPU plus GPU à fond dans un jeu. Donc vraiment, on est sur des consos qui sont bien en deçà de ce que peut faire Intel. La vraie question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Apple n'a pas augmenté les fréquences pour prendre un peu de watts, tu vois, c'est des machines de bureau, et puis mettre une petite branlée à Intel, parce que finalement, on a les mêmes perfs, tu vois, sur le Max, on a le même perf sur le MacBook Pro et sur le M1 Max, alors qu'on se dit quand même c'est une boîte un peu plus grosse, quoi. On pourrait imaginer que ça aille plus vite, mais moi je me demande si leur architecture, elle n'était pas si modulaire que ça, tu vois, pour ajuster les fréquences, etc. Fred, une réaction d'abord sur les performances watts du M1, qui est quand même une spécificité de la puce Apple Silicon, et au-delà du fait que entre guillemets, la fréquence stagne, comme le soulignait Didier. Oui, alors c'est vrai que le M1, il est vraiment encore plus efficace. C'est vraiment la force. Plus on descend, plus Apple est fort. Et en gros, sur le M1, je pense qu'on sera d'accord, il n'y a pas vraiment de concurrence par rapport à ce type de machine qui équipe le grand public quand même. Sur la consommation, tu veux dire, ouais, par rapport à la performance. Consommation, par rapport aux performances, c'est vraiment inégalé. Là, on voit quand même que la performance est toujours là. Elle est améliorée, la performance par watt est toujours bonne. Maintenant, c'est vrai que quand Didier parle de mesure, ça comprend le GPU, le CPU, mais aussi la mémoire. Parce que la mémoire, ça consomme aussi pas mal d'énergie. Donc, on voit quand même qu'on est en dessous des 200 watts. Moi, je n'aurais pas parié pour que ça soit aussi bas. Donc, chapeau, ouais. Ça. Après, pour l'uniformité, je pense des gammes, je sais pas. Je pense qu'Apple pourrait monter en fréquence, mais ils n'ont pas voulu le faire. Tous les tests montrent qu'en fait, la ventilation est très très basse. Elle pourrait être bien supérieure. Donc, c'est assez incompréhensible d'avoir par exemple un Max, le studio en version M1 Max, qui a en fait les mêmes performances que sur un portable, alors qu'il a quand même une sacrée ventilation. Hein. On l'a vu la semaine dernière. Oui, effectivement. Mais tu as raison de préciser effectivement que contrairement, en tout cas dans les architectures classiques Intel ou AMD, d'habitude, évidemment, les principaux composants que tu as listés, à savoir le processeur, la mémoire et le GPU, sont séparés. Donc, en fait, le dégagement thermique et la consommation, on ne peut pas vraiment les comparer, puisque dans le CPU d'Apple, il y a aussi le GPU et la mémoire qui est intégrée. Donc, on devrait intégrer, en plus de la puissance en watts générée par Intel, celle du GPU et celle de la mémoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, vraiment, le fossé entre Apple et la concurrence aujourd'hui en termes de performance par watt est énorme. Toujours, tu parlais justement... Oui, ouais, mais tu vois, c'est intéressant parce que on a l'impression qu'on raisonne hors sol. On a l'impression qu'on raisonne en se disant ramener à la puissance par watt, ils ont fait ce qu'il y a de mieux. Mais la remarque de tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Frédéric qui l'avait fait ou Didier, mais sur une machine de bureau, tu pourrais te dire que sur une machine de bureau, tu t'en fous que ça consomme un petit peu plus et que du coup, tu as une machine plus performante. Tu vois ce que je veux dire? La comparaison, c'est Didier qui parle de la comparaison avec Intel. Ouais. Il disait, oui, mais d'un côté, on a, je sais pas, 20 watts, de l'autre côté, on a 250 watts. C'est vrai qu'on est sur un rapport de 1 à 10. Sur une année, ça fait énorme. On pourrait trouver un truc au milieu, tu vois. C'est là où ils sont paradoxaux, Apple, dans cette machine. Oui, je pense que pour répondre à ta place, Fred, tu me arrêtes si je dis une bêtise, mais je crois on le verra tout à l'heure dans la partie dédiée et les recherches qu'a mené Fred sur l'industrialisation de la puce M1, ça vient aussi du procès d'industrialisation. C'est-à-dire que les coûts de production de puces, ça coûte tellement cher aujourd'hui qu'on a uniformisé au maximum pour économiser sur la quantité. On peut dire ça, Fred, sans doute, hein? Oui, c'est clair que Apple n'a pas de clients. C'est les seuls à consommer leurs puces. Hein.
contrairement aux autres. Donc, Tim Millet, dans une interview chez René Ritchie, a bien expliqué que son patron, Johnny Strauchy, faisait attention vraiment à la dépense. Et la partie pricing est très, très importante chez Apple. Hein. Parce que, mine de rien, cette aventure qu'on vit aujourd'hui, parce que c'est une vraie aventure d'Apple dans le silicone, c'est une vraie prise de risque. On en parlera tout à l'heure, mais n'allons pas trop vite. Autre réaction, regardez, de Locan17. Bonjour à l'équipe et à Mac Forever. Le plus remarquable, je trouve, des puces Apple Silicon, hein, c'est le silence. J'avais un MacBook Pro 16i9, les ventilos soufflaient constamment. Et à ce jour, avec le M1 Max, je n'ai jamais entendu le moindre son. Et c'est un plaisir fou. Bravo pour votre travail. Je vous kiffe. Et nous aussi, Didier. Eh bien, écoute, moi, c'est vrai qu'ils sont silencieux. Donc, effectivement, c'est peut-être ce que cherche aussi Apple en laissant les fréquences basses comme ça. Mais c'est vrai aussi qu'on a vu une différence, nous, très nette, là, maintenant qu'on a reçu le Max et le Ultra. C'est que le Max, comme il a une ventilation un peu moins quali, tu vois, c'est de l'alu et pas du cuivre, un truc comme ça. Et en fait, il fait un peu plus de bruit, c'est-à-dire que les ventilos font un petit bruit un peu plus constant. Et là, moi, j'ai des gens autour de moi qui bossent dans des studios audio, ils se sont dit, oh, je vais prendre le Max, ça suffit. Mais en fait, ils auraient dû prendre le Ultra parce que le Ultra est beaucoup plus silencieux. Le Ultra, tu le mets à 20 cm de toi dans le bon sens, là, avec la carte SD devant, tu l'entends pas. Alors que l'autre, tu l'entends quand même. Tu entends un petit sifflement. C'est très. Voilà, là, on joue sur vraiment sur la corde. À mon MacBook Pro 13 i7 que j'ai là de chez Intel, qui me met à souffler quand je lance Teams. C'est. Voilà. Et un Mac Pro, c'est assez silencieux. Hein. Un Mac Pro, si tu c'est mets pas une grosse carte graphique, ça va. Hein. Oui, mais tu as vu le nombre de ventilateurs qu'il y a à l'intérieur. Allez, dernier point pour être complet. Nous vous avons interrogé sur les manques, cette fois-ci, du Mac Studio, un second sondage. Cette semaine, regardez, quels sont les manques du Mac Studio. Vous étiez 38% à parler du Mac Pro à répondre la modularité, 15,3% à un écran intégré CF, l'iMac bien sûr, l'optimisation des apps 9,5%, et pas mal de choses, pas mal de gens qui répondent pas grand-chose, 37,2%. Et puis regardez ces réactions de Maxime, qui lui a pointé du doigt quelque chose qui lui manque, ça doit être un musicien, un port jack en façade. Effectivement, ça aurait été plutôt pratique. Il est derrière, il n'est pas devant. Laurent. C'est vrai qu'on peut se poser la question rapidement, les amis. Où est passé l'iMac dans l'histoire? On sait qu'Apple, historiquement, dans son ADN depuis des années, privilégie l'ordinateur tout en un. Hein. C'est le chantre du Macintosh originel de 84 qui est à côté de moi et qu'on a en plateau ici. Comment expliquer ça? Est-ce qu'il y a une contrainte, tu penses, Fred, en termes de dégagement de chaleur, une volonté peut-être on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier, on ne peut pas en produire énormément. Comment tu expliques que l'iMac soit absent du catalogue aujourd'hui par rapport à ce que tu sais de l'Apple Silicon et du M1 Max et du M1 Ultra? Oui, alors je pense que Apple avait deux choix. Soit il gardait l'ancien design de l'iMac Pro, et il pouvait effectivement loger quelque chose qui fait à peu près 200 watts. Mais alors, il avait ce vieux design. Soit il prenait le design de l'iMac 24, qui est quand même très, très fin, hein, et qui est maintenant poussé, voilà, parce que l'autre était vraiment trop vieux. Et là, effectivement, sur un iMac 24 agrandi en 27, avec aussi peu d'épaisseur, hein, je crois qu'on parlait de l'épaisseur d'un iPad, où on n'était vraiment pas loin, puisque le jack ne pouvait pas rentrer. Ils étaient obligés ils ont changé le jack. Là, par contre, effectivement, l'Ultra, il passe pas. Il passe pas. Par contre, un M1 Pro, qui est quand même une sacrée de course, aurait très bien pu équiper un iMac 27 pouces avec le nouveau design. Hein. Ouais, donc ça voulait dire que si vous voulez mettre un M1 Ultra, il aurait fallu un peu limiter sa fréquence. Ça aurait été un peu contre-productif par rapport au message qui va être donné. Allez, avant de répondre à une question que vous nous avez beaucoup... Ou lui faire une excroissance. Ou faire une excroissance. Ce qui n'est pas le style de la maison. Non plus. Mais avant de répondre à une question que nous avez beaucoup posée sur Twitter, faut-il privilégier un M1 Max ou un M1 Ultra? Place au busomètre. Comme chaque semaine, le busomètre, ce sont les infos ou rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever. Et on retrouve Didier Policani. Et Olivier, tu connais cette célèbre phrase, tout ce qui est sur ton iPhone reste sur ton iPhone. Mais on pourrait dire tout ce qui est chez Apple ne reste pas forcément chez Apple. Surtout s'il y a des faux policiers qui viennent chez toi pour te subtiliser des données. Voilà, c'était le grand scandale de la semaine. Apple s'est fait piquer des données, donc des adresses IP, des coordonnées d'utilisateurs et tout. Alors, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui est touché. Mais voilà, ça rappelle un peu l'histoire de Kevin Mitnick, là, finalement, le piratage le plus efficace.
c'est le piratage humain plutôt que d'aller dans le code. Tu vois. Ouais. Et il faut demander leur badge la prochaine fois quand ils arrivent, les policiers. Voilà, il faut prouver. Ou alors, il faut un t-shirt. Non, j'arrête. Deuxième info, rumeur. Alors ça, tous ceux qui utilisent Netflix, enfin toutes les apps de consultation, y compris la presse d'ailleurs, Apple a dit que c'était la presse. Tu sais que jusqu'à présent, pour créer un compte et prendre un abonnement, il fallait utiliser le système d'Apple, donc payer 30% et 15% dans la deuxième année. Et ben écoute, maintenant, ces apps sont enfin libérées, c'est-à-dire que tu peux mettre un lien vers ton site, mais attention, par exemple, si je veux mettre un lien vers Mac Forever pour s'abonner au VIP, si jamais il y en a qui se sentent. Voilà. Ouais. Et ben, je vais devoir mettre un lien spécial, demander une autorisation à Apple qui va te mettre un gros panneau. Attention, danger, danger. Vous allez dans un endroit qui peut-être potentiellement peut être dangereux pour vous. Alors, sachant que c'est quand même des applications validées, tu vois, des services comme Netflix et tout, ils vont avoir des petits disclaimers comme ça. C'est assez affolant, mais bon, voilà, ils n'ont pas trop le choix, en fait, je pense, parce que voilà, les autorités de la concurrence, tout ça, ils sont pas très contents des pratiques d'Apple. Donc, ça leur permet, tu vois, de passer un peu sur les côtés. Mais je pense qu'ils vont devoir quand même un peu alléger le système, parce que ça me paraît un peu lourd pour créer un compte Netflix, tu vois. Ouais, ça reste encore timide, mais on sent que la pression, notamment en Europe, pour l'abus de position dominante d'Apple dans ce domaine, est bien de plus en plus, la pression de plus en plus forte. Troisième info, rumeur, Didier. Alors, petite rumeur rapide, c'est Touch ID sous l'écran, qui n'arriverait pas avant 2025, nous dit notre célèbre Min Chi Kuo. Ouais. Et bon, Fantastique. il est très productif, hein, il a découvert Twitter, il tweet tout le temps maintenant. Donc il y a un peu tout et son contraire, il se contredit et tout, mais voilà, c'est bizarre parce que la concurrence sur Android a des capteurs sous l'écran depuis un bon moment, donc ça paraît bizarre que ça arrive si tard chez Apple. Ouais, surtout que je pense pas que ce soit vraiment une volonté d'Apple, mais passons. Tout de suite. Quatrième info, on reste dans l'iPhone. Pour la quatrième info, rumeur. Oui, alors malgré ce que dit Apple, l'iPhone SE3 serait pas un carton. Apparemment, la production aurait ralenti parce que, effectivement, un vieux design comme ça intéresse quand même plus beaucoup de monde. Et un bon indice que cette rumeur est vraie, c'est que nous, tu sais, Apple nous rétrocède parfois des commissions sur les produits, enfin quand ils ont besoin de nous. Et généralement, on n'a pas de commission pendant plusieurs mois après la commercialisation des produits. Tu vois, on renvoie vers le site d'Apple. Mais Tu Apple, parles de l'affiliation, c'est ça voilà, exactement. Tu sais, comme quand sur Amazon, sur tous les sites comme ça, ils sont affiliés, donc ils reçoivent des commissions quand ils génèrent des ventes. Sauf chez Apple. Chez Apple, ils le font pas. Sauf quand les produits ne marchent pas. Et là, l'iPhone SE, il est revenu très vite dans les commissions. Donc je pense que c'est un bon indice, tu vois. Ah là là. Voilà. Ouais, On va se faire des amis aujourd'hui, hein, si jamais. Ça fait partie Donc, de la sincérité légendaire d'Apple. Hein. Quand ils ont besoin de toi, ils te le disent. Quand ils n'ont pas besoin de toi, ils ne te le disent pas, mais ils le pensent très fort. Cinquième info, rumeur. Et alors ça pourrait intéresser pas mal de monde, mais ça pourrait, je pense, poser des soucis à toutes les applis gratuites financées par la pub. C'est que tu sais, le système de relais privé, l'espèce de VPN d'Apple, et puis le système aussi qui te permet de masquer tes emails, il pourrait plus seulement être réservé à ceux qui ont des abonnements payants à iCloud. Il pourrait être dispo pour tout le monde. Voilà, ce serait. Tu sais, c'est le dada de Tim de protéger tes données, mais c'est vrai que ça. Enfin, toutes les applis gratuites, tout le financement du web gratuit vit aussi un peu derrière ça. Donc. Voilà, réponse au prochain épisode. Merci Didier. On enchaîne avec notre partenaire CyberGhost qui vous propose cette semaine un bon plan, encore une fois, si vous recherchez un VPN pour protéger votre présence en ligne et rester à l'abri des regards indiscrets ou encore le streaming. Hein. Si vous regardez des chaînes étrangères depuis la France, CyberGhost, c'est le VPN qu'il vous faut. Chiffrement de pointe tout en étant simple d'usage. Gestion jusqu'à 7 appareils et bien sûr tous les modèles d'Apple qui tournent sous macOS, iOS, iPadOS et même l'Apple TV. Pour toute souscription à un plan de 3 ans, CyberGhost vous offre 4 mois gratuits. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer et à soutenir. On refait le Mac. Regardez cette réaction de notre ami Jean-Marc Ouvray sur Twitter. J'ai l'impression que tout le monde ne veut regarder que le M1 Ultra, mais vu le prix du Mac Studio en M1 Max, je trouve que ces perfs sont super, ou du moins elles sont plus intéressantes, je m'emballe. Eh bien justement, habile transition, prochain chapitre. Alors les amis, M1 Pro ou M1 Max, quelle est votre opinion? Didier, tu as testé les deux. Comment tu peux catégoriser la chose? J'y suis arrivé, c'est dur à dire. Et moi, j'en discute avec pas mal de monde depuis que ces machines sont sorties, parce qu'au début, tout le monde a trouvé ça super, tu vois, regarde un petit peu, c'est un Mac mini boosté, tout le monde en est arrivé. Donc, il y a un certain nombre de professions, je pense, avec qui ça colle, avec qui ces machines sont effectivement, correspondent vraiment à des besoins. Je parlais de l'audio, tu vois, beaucoup de cœurs, 20 cœurs dans un studio, des gens qui font du montage, qui ont des machines ultra optimisées. Tout le monde n'a pas besoin du ultra.
Voilà, on l'a vu, hein, des fois 10 cœurs c'est largement suffisant. T'en as d'autres qui utilisent beaucoup la 3D, ils préfèrent avoir le gros GPU avec 64 cœurs. Mais c'est vrai que la vraie question de qui a besoin de ces machines, elle se pose. Je te prends un exemple de tous ceux qui font de la vidéo, ils me disent mais en fait, par exemple si je prends que le M1 Max, autant prendre un portable presque. Tu vois, la différence de prix n'est pas énorme alors que tu as les mêmes performances. Et du coup, quelque part, tu dis j'achète la même machine. Bon, il y a un peu des ports, il y a tout un tas de choses, mais j'achète les mêmes perfs, que ce soit un fixe ou un portable. On en parlait tout à l'heure. Mais si tu passes au Ultra, tu passes quand même dans un autre segment de prix. C'est-à-dire que là, on est un peu dans les segments de prix, tu vois, des premiers Mac Pro, de l'iMac Pro. Donc, pour les gens, je dirais qu'ils sont dans cette niche-là, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas investir dans un gros Mac Pro, ça peut être intéressant. Mais là, on est vraiment dans la niche de la niche. C'est-à-dire que le M1 Ultra, ça va être quand même une machine fermée, donc beaucoup plus fermée qu'un Mac Pro. Par exemple, il y a des gens, ils achètent aujourd'hui des iMac Pro d'occasion, tu vois, avec 18 cœurs, un gros GPU. Ils achètent même des Mac Pro d'occasion. Pareil, avec 12-16 cœurs, tu arrives à avoir des prix maintenant qui sont quand même pas trop mal. Et c'est vrai que ce M1 Ultra, finalement, tu te dis, je paye quand même cher pour une machine qui va être ultra fermée. C'est la même problématique que l'iMac Pro, qui n'a pas bien marché a priori. Et du coup, tu vois, le public cible est très différent. Et tout à l'heure, on parlait de l'iMac, donc qui a été mis de côté, un l'iMac 5K, celui qui était très puissant, qui proposait un écran et tout. Là, en plus, tu n'as rien, tu n'as pas d'écran. Donc en plus, il faut t'équiper dans un écran. Les écrans Apple qu'ils ont proposés sont quand même assez chers. Donc si tu fais l'addition en fait purement financière, c'est une machine qui est assez compliquée. Je dirais qu'un M1 Max avec un petit écran 4K, ça peut être une super station de travail extrêmement puissante. Même chose pour le Ultra, tu vois, si t'as des gros besoins. Mais j'ai du mal à catégoriser aujourd'hui. Et un dernier point pour finir mon tunnel, je dirais que toutes les machines fermées d'Apple de bureau n'ont jamais marché, à part le Mac Mini, voilà, et encore dans son segment, mais parce qu'Apple ne le renouvelait pas assez souvent. Mais souvent, ça a été des flops, les machines pro comme ça, unifiées. Et d'ailleurs, tu vois, les Mac Pro que vous aviez là. Mais c'est psychologique, hein. Laurent. Pour moi, c'est psychologique. Un peu, peut-être, mais... Pour moi, c'est psychologique. Les gens ont besoin, tu vois, on vit avec je dirais le fantôme de la tour. Une machine de bureau, ça va être une tour et on doit pouvoir modifier dedans. Les gens modifient jamais la tour. Sauf alors là, tu parlais de niche de la niche, mais là, c'est la niche de la niche de la niche. C'est-à-dire que les mecs, ils vont changer des composants, même dans un PC. C'est très peu. Je parle pas du geek qui va aller optimiser, hein, mais je parle professionnellement. Tu achètes une machine, regarde le nombre de machines. Pourquoi les portables ont autant marché en entreprise ? Parce que finalement, les gens les modifiaient pas. Quand il y avait des stations sur le bureau, les stations elles étaient un peu modifiables. On pouvait rajouter une carte, 2 cartes, 3 cartes, et les cartes n'étaient jamais ajoutées. Donc, je pense qu'il y a un effet psychologique de la partie modifiable. Le pro, ça doit être modifiable, mais on ne le modifie jamais. Par contre, je suis d'accord avec Didier, c'est que tu arrives à une machine qui, à un moment donné, devient chère. Tu peux monter jusqu'à presque 10 000 euros. 10 000 euros, hein. Donc 10 000 euros, tu vois, ça, il faut le justifier à un moment donné, tu vois. Et de te dire que 10 000 euros, tu as une machine qui n'est pas vraiment évolutive, encore une fois, on parle de psychologie, hein, je pense que ça peut poser problème. Donc je pense que, et c'était le cas de l'iMac Pro. L'iMac Pro, c'était une super machine. Je sais pas si mais surtout que, Laurent, elle est quand même moyenne. C'est-à-dire que le GPU, c'est pas le meilleur GPU qu'on a sur le marché. Ouais. Et les nombres de cœurs, on en a 20, mais aujourd'hui, tu peux acheter des Xeon à 120 cœurs. Hein. C'est pas du tout ce qu'on fait de mieux en termes de puissance. Oui, mais encore une fois, on en disait, peut-être que Fred veut réagir également, mais on le disait la semaine dernière. Aujourd'hui, quand on était, et je prends l'exemple de l'équipe de Refait le Mac, c'est son cas. On est plusieurs dans l'équipe à faire des montages à la maison et ils n'avaient pas les moyens de se payer, ou c'était pas raisonnable de se payer un iMac Pro, voire un Mac Pro, entre 6 et 10 000 euros le ticket d'entrée. Et ils voulaient quand même rester sur Mac. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont montés à Macintosh. Aujourd'hui, pour 2 300 euros, tu as une machine qui, en termes de puissance, a un rapport performance-puissance prix relativement raisonnable, inédit dans la gamme Apple. C'est-à-dire que tu n'arrivais pas à ces performances-là auparavant avec un iMac. Ou si tu voulais un iMac, il fallait mettre le double du prix. Alors certes, il y avait un écran, mais c'était le double du prix. Il ne faut pas oublier ça. Et effectivement, quand on est une communauté d'utilisateurs professionnels qui a l'habitude de travailler sur Mac, la question c'est, je veux rester sur Mac aujourd'hui, je dispose vraiment d'une plateforme accessible sous macOS. La question, si vraiment tu suis ton raisonnement, tu vas à une solution encore plus performante et encore plus accessible, il faut passer au PC et abandonner aussi bien le Hackintosh que macOS. Fred, ta réaction ? Ouais, c'est intéressant. Moi, je dirais qu'il y a une question de form factor. Vous avez quand même une petite boîte, une petite set-top box, quand même, c'est assez unique sur le marché, qui arrive, qui est très performante quand même. Bon, il y a de l'optimisation à faire, mais que vous pouvez poser
si vous n'avez vraiment pas besoin de mobilité, vous êtes un professionnel, vous voulez pas non plus, vous savez ce que vous voulez, la modularité, c'est plutôt par le Thunderbolt, parce qu'on n'en a pas parlé, mais avoir une machine qui a 6 Thunderbolt à 40 gigabits, il n'y en a pas beaucoup, hein, même sur PC. J'ai calculé, la somme des ports, c'est 270 gigabits. 270 gigabits de ports que vous avez sur un tout petit truc de, c'est quoi, c'est 20 cm sur 20, je crois. Et donc, les gens qui aiment bien ce form factor, qui ne veulent pas de la mobilité portable, et là, je vous rejoins parce qu'effectivement, quand on a un portable avec un MMAX, bon, mais c'est quand même très puissant, mais les entreprises qui veulent ça, eh bien, effectivement, ça répond. Mais ça va être une niche, effectivement, mais ils ciblaient les créatifs. Je pense que les créatifs sédentaires, ils aiment ça. Tu me disais en préparant cette émission, Fred, et j'en ai déjà un petit peu parlé la semaine dernière, que pour toi, notamment le M1 Ultra était vraiment une machine taillée sur mesure pour le dev, et notamment le dev en matière de réalité augmentée, et que c'était vraiment dans le move et dans les choses que préparait Apple, sans faire de la science-fiction, mais pour développer des outils de réalité augmentée, c'est la machine idéale pour un développeur. Oui, peut-être. J'ai pensé à ça parce qu'effectivement, au niveau Neural Engine, l'intelligence artificielle, hein, tous les calculs d'apprentissage profond, au niveau GPU, au niveau CPU, c'est très puissant, c'est très compact. Donc, je verrais bien ça pour des studios qui voudraient travailler plus tard sur la VR et l'AR d'Apple sans avoir le coût. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais le coût des futurs Mac Pro, ça va être quand même On va en parler. conséquent. Mais ça permet d'avoir une machine professionnelle avec beaucoup de débits, un potentiel énorme, quand même à 4 000 euros, c'est pas non plus dément. Voilà. Laurent, tu voulais réagir sur la réalité augmentée. Est-ce que c'est pas ça? Sur deux choses. Sur l'IA, on a une question de Rémi Verheung, un de nos fidèles, hein, donc de Dark Linux Tweet. Il dit: que pense Laurent de ce machin pour le machine learning? Certes, nous sommes à 1 ou 2 galaxies de la Nvidia DGX A100, mais Apple a-t-elle conscience que son QV4 est 20? Et en fait, la question, elle est hyper intéressante parce que depuis le début, depuis que Apple est arrivé en disant dans nos puces, on met un petit moteur d'intelligence artificielle ou un moteur neuronal, on l'appelle comme on veut, je me dis, mais si tu fais vraiment du calcul d'IA, c'est-à-dire d'entraîner des modèles, tu as besoin d'une machine très 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 puissante. Et il y a personne qui a bifurqué en disant: oh, ça y est, j'arrête la façon dont je le fais avec les GPU. Tu as des machines où tu enquillais des GPU dedans, voire tu le fais à distance dans le cloud pour passer sur Mac pour le faire. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça. J'ai regardé quand est-ce qu'ils déclenchaient l'utilisation. Et en fait, ils ont transposé ce qu'ils faisaient sur iOS dans macOS. C'est-à-dire que tu te rends compte que l'utilisation, elle est en tâche de fond, par exemple dans l'application photo, et tout le classement de tes photos se fait sur l'utilisation de ces bouts de moteur, mais portés par l'OS. La même chose sur le téléphone. Sur ton téléphone, quand tu le mets en charge, en fait, tu te rends compte que derrière, il va te classer des photos, et quand tu vas aller... Moi, par exemple, j'ai une fonction que j'utilise à mort, je trouve ça exceptionnel, c'est les personnages dans photos. Donc je dis, je veux toutes les photos d'Olivier Frégara, et bam, il me propose. Et régulièrement, il me dit, regarde, il a un masque, mais est-ce que c'est bien Olivier? Je reconnais son nez. Il a presque plus de cheveux. Il n'a plus de cheveux, alors qu'il avait des cheveux avant. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que c'est l'utilisation. Et en fait, le moteur d'Apple est utilisé de cette façon-là. Est utilisé en tâche de fond. On met à disposition un petit moteur que les développeurs peuvent utiliser. Mais tu vas pas faire de l'IA au sens j'entraîne un modèle. Tu vas utiliser des API disponibles pour faciliter des choses. Et du coup, je pense qu'il faut pas confondre les deux. C'est une sorte de commoditisation de l'IA. Ouais, on pourrait même imaginer, pourquoi pas, certains mineurs de crypto-monnaies utiliser des mains. Non. Mais non, parce que tu vas aller chercher de la puissance brute. Ouais, là, c'est plutôt l'API qui va utiliser le truc. Au contraire, c'est l'opposé, tu vois. La puissance brute, regarde, Alexandre revient sur la principale valeur, sur Twitter, la valeur ajoutée du M1 Ultra, la puissance brute. Donc regardez, Alexandre nous dit clairement la puissance. Apple montre qu'ils ont de la ressource, et même pour après. Ils ont créé une nouvelle ère de l'ordinateur avec la puce M1. Le doute était encore permis sur les limites, plus aujourd'hui. Eh bien, on va parler du futur avec Frédéric après ce jingle. Les secrets du M1 Ultra. En préambule, Fred, tu as été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à annoncer l'arrivée d'une puce M1 Ultra avec son architecture dès novembre dernier. Je ne me trompe pas, Fred? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, c'était en novembre dernier, et on avait remarqué
que la puce était quand même très très grosse. Tous les observateurs avaient vu que la puce faisait dans les 400 mm². Et la Max, hein, la M1 Max, et on voyait pas, on avait du mal à s'imaginer comment ils allaient faire plus gros. Et donc à l'époque, vous voyez le tweet, j'avais dit, on va avoir probablement la réutilisation du M1 Max en mode duo. Je l'appelais duo et l'Ultra c'était éventuellement x4. Et j'avais dit, là j'ai eu un Pas petit loin. peu de bol. Ouais, j'étais vraiment pas loin, surtout que ça ressemble en plus au schéma D'Apple. d'Apple, hein, de l'Ultra. Bien vu. Ouais, merci. Mais ce que j'avais pressenti, c'est que pour fusionner, on allait avoir besoin d'un packaging. La clé, ça allait être le packaging, c'est-à-dire c'est la façon dont je vais poser ces deux puces côte à côte sur le packaging, c'est-à-dire le petit support, et comment ça va communiquer. Et donc j'ai dit, on va avoir quelque chose au niveau du packaging. Alors justement, ce que tu avais pressenti, ce que tu avais affirmé rapidement, je veux dire qu'on en avait discuté avec Laurent ensemble et avec toi dès quelques jours après la keynote d'Apple, tu nous disais une zone cachée à la base de la puce M1 Max qui dissimulait à ce qu'on appelle un die-to-die. Tu nous expliques un petit peu à quoi ça sert? Oui, alors c'est vrai que quand on avait vu Apple présenter fièrement ces images de puces, hein, en général ils sont plutôt secrets, là ils étaient très très fiers, donc on a vu la photo à gauche, mais on voit à gauche et à droite, vous voyez, en jaune j'ai mis les interfaces mémoire du M1 Max, et on a vu un cliché japonais en l'occurrence, qui montrait une vraie photo du M1 Max. Pour la Et première là, fois, hein, pour la première pour la fois. première fois, ouais, pour la première fois. Et ça a pu confirmer, vous voyez en rouge, ça continue en fait. En jaune, on voit que ça s'arrête, mais en fait, il y a encore une zone en bas. Et là, on a eu la confirmation, ce que je pressentais, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup plus de choses que Apple voulait montrer, et notamment une zone qui servait à la communication avec l'extérieur. Et comme pourquoi communiquer avec l'extérieur? Communiquer avec une Bien autre sûr. puce. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle le die-to-die. Ouais, ou ça s'appelle aussi une sorte. Et pour communiquer, ils ont besoin de ce que tu appelles, toi, ce qui s'appelle dans le jargon un interposeur. Alors, c'est quoi? C'est une sorte de pont entre les deux puces. Et c'est ça qu'Apple, aujourd'hui, appelle l'ultrafusion, c'est ça? Tout à fait, c'est l'ultrafusion. Là, on voit le tweet de Vadim avec qui j'ai travaillé, justement, parce que lui aussi était à fond sur ça. Si vous voulez, quand vous avez des puces comme ça avec du die-to-die, ça veut dire que vous allez devoir communiquer entre une puce et une autre. Et bien sûr, elles ne peuvent pas se toucher physiquement. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elles rentrent dans le packaging et il faut qu'il y ait des câbles entre les deux. À partir du moment où elle rentre dans le packaging, on fait un bridge, c'est-à-dire en fait c'est des fils qui ont été gravés comme sur une puce qu'on a mis à l'intérieur et qui vont permettre, là j'ai fait une illustration, une petite vidéo, qui vont permettre une communication à très très haut débit. Ouais, bravo pour la vidéo, pour l'illustration. Alors pourquoi ce choix concrètement, Fred, de technique d'empiler les puces? Pourquoi? Parce qu'Apple avait conscience que concevoir une nouvelle architecture de puce en 5 nanomètres, ou du moins c'est ce que tu me disais durant la préparation de cette émission, comme c'est le cas, 5 nanomètres pour le M1 Pro, le M1 Max, cela coûte très très cher. Alors oui, ça coûte très très cher de faire du 5 nanomètres. Ils n'avaient pas le 3 nanomètres pour faire une super puce avec encore plus de transistors. Et la puce M1 Max, ils ne pouvaient pas non plus la faire plus grosse. Donc je vous ai mis là ce qui est sorti il y a quelques mois, les chiffres d'un coût d'un projet en 5 nanomètres. Vous voyez, c'est 542 millions de dollars. Un projet de A à Z, hein, en R&D, pas pour fabriquer. Là, on parle juste d'étudier, de faire les schémas, de tester et d'être prêt à sortir une puce, c'est 500 millions, donc c'est extrêmement cher en 5 nanos. Donc, juste pour comprendre. En partant d'une feuille blanche. Hein. Ouais, juste pour comprendre, parce que nos auditeurs, à mon avis, ça peut être complexe, c'est quasiment 2 fois plus cher qu'en 7 nanomètres et quasiment 3 fois plus cher qu'en 10 nanomètres. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu réduis la taille, la finesse de gravure, en fait, les prix de conception, de test, de mesure de la qualité, avant même que ça aille en production, ça explose. Et donc 500 millions de dollars, ce serait le coût global de l'enveloppe de la mise au point du M1 Pro et du M1 Max. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont récupéré à droite à gauche, de la recherche et développement, de la puce AX qui équipe l'iPhone, du M1 qui équipe aujourd'hui les MacBook Pro et les iPads, sachant qu'il y a quand même on récupère des points communs. Mais on comprend dès lors que il faut l'amortir ce coût-là. Et Apple est tout seul
C'est le seul et unique fabricant à utiliser cette puce. Et il est le seul client, il est son propre client. Son propre client. C'est là où le bas blesse. C'est leur force parce que, comme disait Apple, je crois que c'est Tim Key qui en parlait, ils font leur propre cahier des charges. Donc, ils peuvent vraiment faire du sur-mesure par rapport à Intel qui s'adresse à plein d'utilisations différentes avec toutes sortes de puces. La nomenclature est énorme. Donc, eux, c'est leur propre client. Donc, ça va beaucoup plus vite et c'est très bien pour eux. Par contre, ils ne peuvent pas amortir. Effectivement, ils ne peuvent pas l'amortir. Mais du coup, Didier. Tu vois, il y a un moment, on râlait quand même à propos d'Intel parce qu'on disait, ouais, regarde, chaque année, tu as 4%, 10%. Mais là, on pourrait imaginer aussi, tu vois, l'architecture M1, elle a déjà 1 an et demi, mais elle est basée sur, je sais plus, la 13 ou quelque chose comme ça. Entre guillemets, c'est une vieille architecture. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, le cœur aujourd'hui du M1 Ultra, c'est le même que le M1, c'est le même que, justement, c'est cette puce qu'on avait sur l'iPhone il y a quelques années. Et du coup, finalement, Apple pourrait aussi être piégé un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas les clients pour faire de la grosse masse et d'amortir à chaque fois. Donc, chaque architecture va leur coûter très cher, quoi. Et les amis, je suis désolé, il va falloir que je file, que je vous abandonne. Je vous fais une grosse bise, que je dois aller chercher les enfants. Bon, tu fais des bises aux enfants. Merci Didier. Et à la semaine prochaine. Fred, donc Apple n'avait pas d'autre choix que de mutualiser sa puce entre différentes machines, en fait, pour contenir le coût de la R&D. Donc c'est pour ça qu'on empile, en gros. C'est pour ça qu'on empile, effectivement. Et en plus, ils sont coincés. C'est qu'ils ne peuvent pas faire une puce plus grosse. Ils ne peuvent pas y faire un super max. Déjà qu'elle est énorme. Hein. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus on grossit, plus on a des déchets au niveau production cette fois-ci. Et en fait, on a un rendement qui s'effondre. Donc, c'est pas terrible non plus. Alors, tu as réussi à chiffrer, on l'a vu sur le slide brièvement juste auparavant, en gros, combien revient une puce M1 aujourd'hui ou M1 Pro au sein d'Apple, si on peut remettre la slide. Oui, alors là, c'est en R&D, si vous voulez, on a à peu près une recherche et développement. Voilà, on recherche et pas la fabrication. Pas la fabrication, c'est juste pour calculer le R&D sur les 542 millions que coûte un projet en gravure 5 nanomètres. Et donc, j'ai mis les chiffres de vente, vous voyez, de Canalys et IDC concernant les MacBooks, etc. Et ce que j'essaie de montrer dans ce slide, c'est que le projet M1, par exemple, qui équipe quand même beaucoup de machines, hein, c'est le gros des ventes, vous voyez, ça coûte à peu près $10,97 par M1 proposé sur 18 mois, parce que j'estime qu'au bout de 18 mois, on va avoir sûrement le M2, etc. Par contre, si vous voyez dans la deuxième un peu plus bas, quand on parle d'un projet M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, c'est-à-dire qu'ils ont fait ces trois offres, en fait, ça correspond à un seul projet, en fait. Elles sont très, très proches, ces puces. Ça leur coûte $40. Donc, c'est 4 fois plus cher, évidemment, surtout que les ventes sont moins fortes. On le voit, hein, on a estimé à 8 millions à peu près de machines vendues par an. Par contre, on en prend l'hypothèse qu'Apple avait fait une puce spécifique pour le M1 Ultra et éventuellement le M1 Extreme, c'est-à-dire le Mac Pro. Là, les machines, il y en a très peu, ça aurait coûté en R&D $3,400, $3,500. Donc, vous voyez que l'ordre... Donc, ingérable. Voilà, les patrons d'Apple, Johnny Strauchy en l'occurrence, ils regardent ça. Ils regardent avant de lancer un projet, ils regardent ce coût. Alors voilà pour l'expliquer. Et peut-être que cette machine, c'est finalement une façon d'écouler une puce intermédiaire, puisqu'ils avaient déjà machine de transition. Non, mais une machine où tu vas vendre, ils vont trouver une niche qu'ils espèrent être la plus grande possible pour écouler de la puce en plus. Ouais, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une machine et après les designers ont dit aux ingénieurs débrouillez-vous, là on propose une puce et on l'a habillée en fait, sur mesure. Apple philosophiquement a ça. Hein. L'iPod, c'est on a un disque dur, on a un fabricant qui est capable de fabriquer un disque... Non mais... On a un disque dur qui est quand même assez original. Si on capte le marché, on fabrique un produit autour d'un disque dur. C'est un peu l'exception, une exception à la règle. Oui, mais c'est vrai que c'était. Mais tu vois, Apple a déjà fait ça. Oui, tu as raison. Alors revenons maintenant. On a compris pourquoi Apple empile les puces aujourd'hui pour des questions de coût. Ils vont plus en termes de perf. On l'a vu, ça a une vraie valeur ajoutée. Au-delà, ça a une vraie valeur ajoutée au-delà de la puissance. L'autre secret de la puce M1 Ultra, c'est surtout la consommation électrique modérée de manière générale de l'architecture M1 et le cœur de cette économie d'énergie, de son fonctionnement et de cette puissance, c'est la fabrique. Alors, tu nous as préparé une petite slide. Là, on voit celle du M1. Hein, elle est totalement différente, je crois, Fred, que celle du M1 Ultra. Là, on voit le M1 et si on regarde le M1 Ultra, je crois qu'on a une petite slide pour ça.
Tout à fait, mais ce qui était assez impressionnant, c'est de voir, je ne sais pas si on peut revenir dans la slide précédente, Oui. c'est justement que Johnny Srouchi, à l'époque du M1, avait proposé ce petit diagramme à droite, et vous voyez, vous avez la fabrique, c'est-à-dire c'est vraiment le cœur de la puce qui permet la communication, c'est l'autoroute, c'est la partie réseau en fait qui permet les échanges entre la RAM, le GPU, le CPU. Donc cette fabrique-là, c'est vraiment l'ossature de tout ça, et c'est ce qui fait la performance et les économies d'énergie. Et quand à gauche, vous voyez Johnny Srouchi qui présente le M1 Pro et le M1 Max pour les MacBook Pro, il vous dit clairement qu'il a dû refaire cette fabrique pour permettre le scaling, c'est-à-dire la mise à l'échelle sur des machines plus grosses. Alors, donc ça, c'est un très gros travail. tu nous as préparé une petite vidéo et encore merci Ouais. de ton travail, Fred, pour illustrer justement la fabrique, parce qu'elle n'est pas forcément facile à comprendre sur la puce Ouais. M1 Ultra, si on peut montrer la vidéo et la lancer. Alors, elle se Voilà. trouve où cette fabrique sur le M1 Ultra? Alors en fait, vous avez le M1 Ultra. Pour l'avoir, c'est facile. Il faut enlever les blocs qui servent au CPU, au GPU. Là, vous avez les caches de mémoire, les interfaces mémoire. On enlève aussi les Neural Engine, on enlève les Media Engine, on enlève tout ce qui est entrée-sortie, plus quelques blocs qui servent à droite à gauche. Et quand on enlève tout ça, eh bien, voilà ce qui reste. Il reste les deux fabriques de chaque M1 Max, c'est-à-dire c'est les autoroutes qui font la communication. Et au milieu, ils ont fait l'ultrafusion, c'est-à-dire cette liaison, ce pont, ce bridge, qui permet un chiffre qui est hallucinant, qui permet d'aller à 2,5 téraoctets secondes, ce qui fait en gigabits 20 000 gigabits à la seconde. C'est unique sur le marché. J'ai consulté pas mal de monde. Ça n'existe nulle part, sauf sur des très très gros serveurs, mais on n'est pas du tout dans le domaine. Ouais. Et Oui, puis en voilà. termes de performance par watt, ça n'a rien à voir non plus. On l'a bien compris grâce à toi, Fred, c'est qu'elle est là, l'avance d'Apple, l'efficience de cette fabrique, tant en performance qu'en économie d'énergie. Hein. C'est l'accomplissement d'années de recherche et de l'architecture ARM, ARM, taillée pour les produits nomades à l'origine, qui n'ont eu de cesse, Fred, de monter en puissance au fil des années. Là où Intel conçoit plutôt des puces très puissantes pour serveurs et tente aujourd'hui de faire l'inverse, c'est faire machine arrière, les rendre économes. C'est assez compliqué. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent revenir et rattraper Apple en termes de ratio performance watt? Alors Apple, ils sont des gens mais ultra compétents et vraiment de talent. Donc je doute pas qu'ils bossent dessus et qu'ils y arrivent relativement bien. Hein. Ils arrivent à d'Intel, baisser. tu parlais d'Apple. D'Intel, pardon, Ouais. d'Intel. Ouais. Ils vont arriver à réduire leur consommation, mais je pense qu'Apple, quand même, sur ce domaine-là, a quand même beaucoup d'avance. Et la position est quand même assez unique, c'est que pour prouver au marché, aux industriels du monde entier que la technologie ARM peut arriver dans les PC, alors, en gros, il n'y a pratiquement qu'Apple qui le fait. C'est eux qui ont pris ce risque d'innover. Et actuellement, ce n'est pas les Qualcomm, ce n'est pas les Samsung qui mettent effectivement ce genre de technologie dans les ordinateurs. Donc, rien que pour ça, c'est très très fort. Mais je ne suis pas devin. Hein. Je sais pas qui va gagner. Hein. Ouais, tu dis perdre dans le mar de vin, ou mar de café plutôt. Tu l'as dit, c'est pas sans risque pour Apple non plus, on le disait tout à l'heure avec Didier. Hein. Ils peuvent très bien se planter à terme, on l'a vu historiquement dans l'histoire d'Apple, où les différents fournisseurs ne pouvaient pas suivre les promesses qu'ils avaient annoncées, on pense au RPC notamment. Et puis il faut convaincre les devs, on l'a vu, même au sein d'Apple, les apps ne sont pas optimisées. Et voilà, l'enjeu, Laurent, c'est qu'ils promettent un échelon de plafond de verre, et ce plafond de verre, ils ne puissent pas le franchir. Hein. C'est intéressant ce que tu dis, et je pense que c'est ce qui m'a le plus, tu vois, en y réfléchissant, ça fait plusieurs jours que ça me travaille, et vraiment, et je pense qu'en fait, on est à un changement de paradigme. C'est-à-dire que quand on réfléchit dans l'histoire, et la question que tu as posée tout à l'heure, pour qui cette machine, c'est quoi la cible? En fait, tu te rends compte, dans tous les benches du monde entier, hein, ceux de Didier, mais ceux de tous les autres analystes, cette machine, elle est un peu atypique. On ne sait pas trop par quel bout la prendre. On ne sait pas trop comment elle fonctionne. Et pourquoi on ne sait pas trop comment elle fonctionne? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le jugement qu'on porte, c'est un jugement PC. La référence,
on vit toujours avec, et je parlais tout à l'heure du fantôme de je sais plus trop quoi, mais là on vit toujours avec le fantôme du PC. On sait ce que c'est un PC. La base, la référence, c'est le PC. Et même Intel a du mal. Ils viennent d'annoncer une puce surpuissante, géniale. Bon, elle consomme, non mais c'est un micro-ondes quoi. Tu vois, je veux dire, la consommation électrique. Et c'est là où on a un peu un changement. On est en train d'aller vers des machines qui consomment moins, qui sont relativement puissantes, mais c'est pas la puissance telle qu'on sait la comparer. Tu sais, c'est un peu comme quand tu changes de monnaie. Tu passes du franc à l'euro. À un moment donné, tu es perdu. Tu es dans cette phase de conversion systématique au milieu. Et là, le jugement qu'on va porter, on ne peut pas le porter aujourd'hui, on va le porter peut-être dans 10 ans. Dans 10 ans, est-ce qu'il y aura deux univers? Il y aura un univers ARM d'un côté et un univers, on va dire, Intel /PC tu mets toutes les sociétés qui font du 86, du x86, et ça sera resté le x86. Et là, je crois qu'on est trop tôt pour juger. Mais si tu juges en puissance par watt, tu vois, qui est quand même important, hein, pour ça, ils ont gagné la partie, quoi. Ouais. Pour l'instant, ils ont vraiment plié le game et c'est intéressant. Et ce qui est remarquable, on en parlait aussi avec Fred en préparant cette émission, c'est que effectivement, si Apple en est là aujourd'hui, c'est qu'ils ont commencé à opérer ce virage il y a très longtemps, hein, Fred, du temps de Steve Jobs. Et c'est vraiment une vision des équipes long-termisme, et c'est ça la force d'Apple aujourd'hui. On n'a pas de doute que la concurrence va s'aligner, mais ils ont quelques années de retard, et ils auraient pu prendre ce virage il y a quelques années quand on pense qu'Intel a refusé de produire la puce pour l'iPhone en 100 ans, et on en est là aujourd'hui. Waouh, quelle ironie de l'histoire. On va essayer de se projeter maintenant, si vous êtes d'accord, sur l'avenir, parce que tu as quelques piste à nous donner, Fred. Quel sera le successeur du M1 Pro, voire du M1 Ultra? La prochaine étape, c'est tout de suite. Demain, le M2 Extreme. Tu te mouilles, Fred. Regarde cette réaction de Ludwig Favre avant que tu répondes tout de suite. L'avenir des puces d'Apple est-il à l'accumulation de puces liées les unes aux autres ou à l'augmentation des fréquences, ou bien les deux? On a un peu répondu, hein, je crois, Fred. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? On passerait à la prochaine étape. Là, on a 2 puces collées l'une à l'autre, hein, pour répondre à la question. Là, on passerait à 4 puces avec 2 Extreme Fusion. C'est ça, Fred? Oui, tout à fait. En fait, 2 M1 Ultra, en fait. C'est-à-dire que l'Ultra, c'est déjà 2 puces et on en mettrait 2 pour arriver à 4. C'est ça qui serait dans le Mac Pro, quoi, en gros. Donc, voilà. Donc là, on voit le M1 Ultra tel qu'il est aujourd'hui avec l'Ultra Fusion au centre. Oui. Tout à fait. Et vous voyez que la fabrique, effectivement, elle réunit tout ça. Et là, l'extrême, le M2 Extreme, ça serait effectivement 4 puces. Et vous voyez, la fabrique, elle unifierait tout ça. Donc ça, c'est des histoires d'interposeurs, hein, de bridge, de ponts entre les puces. On arriverait à faire des ponts. On ne savait pas trop comment, mais pour connecter tout ça et avoir 4 fois plus de performance. Et on l'appelle pour l'instant le M2 Extreme parce qu'on sait que le M1 Max ne supportera a priori pas, ne pourra pas être utilisé pour faire ce quadri-processeur, puisqu'Apple l'a même dit dans sa keynote, le M1 Ultra est le dernier de sa génération. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre des die-to-die, donc vous avez vu des ponts sur les côtés, et aujourd'hui ces ponts sur les côtés, on ne peut pas les mettre parce qu'il y a simplement de la mémoire dans la puce M1 Max et M1 Pro, c'est ça? Tout à fait. Donc, il faut un nouveau design, ce sera du M2, hein, en gros. Il faut un nouveau design, et dans les microprocesseurs que j'affectionne énormément, la microélectronique, la géométrie est très importante, puisque le but, c'est que les puces soient le plus près possible pour que les communications ne soient pas perturbées, etc. Donc la géométrie des interfaces est très importante. Et la M1 Max, malheureusement, les deux côtés, droite et gauche, c'est fait pour la mémoire. Et alors, du coup, on a vu, effectivement, le slide montre un slide une fuite de Majin Bu qui est sur Twitter. Et il a montré ce document qui est assez intéressant. C'est un document technique qui montre, vous voyez, en fait, ces fameux bridges, ces fameux ponts qui connectent les puces. Mais au lieu d'en avoir un, on en a 3. Et vous voyez qu'on retrouve une géométrie en carré, c'est-à-dire 4 puces à droite, là, en haut à droite. Qui serait connecté à travers une croix de connecteurs, d'interposeurs. Et on pense que c'est celui du Mac Pro qui ne devrait pas tarder. Alors, avant d'arriver au M2 Ultra, il faudra voir émerger la puce M2, qui sera certainement plus grand public, celle-là. Qu'attendre, Fred, de la puce M2? Tu nous as également préparé une petite slide. Oui, alors je vous ai préparé une slide. En fait, c'est assez facile.
Ouais, assez. Ça c'est le M2 extrême, voyez, avec les 4 puces. Mais la slide suivante, on sait que le M2 aura probablement le même nombre de cœurs CPU, mais ils seront plus performants puisque c'est basé sur la 15, hein, qui équipe les derniers iPhones. Donc, on va quand même y gagner, hein, au niveau CPU, même si le nombre n'augmente pas. Le GPU, par contre, les fuites indiqueraient qu'on aurait 2 cœurs plus performants pour le M2, ce qui serait pas mal parce que vous savez qu'il est limité en termes d'écran à cause de ça. Donc, ça, c'est important. Les caches mémoire qui sont très importants pour l'optimisation de l'accès à les mémoires devraient augmenter. Et on devrait avoir la nouvelle génération de Neural Engine qui a fait x2. Et on devrait aussi avoir une nouvelle génération de RAM, et ça c'est très important parce que j'ai repris l'article d'Adand Tech, qui sont des spécialistes de test. La puce à main, son principal défaut, c'est que un CPU à fond est capable de remplir les 68 gigas de mémoire. Il est capable de saturer l'accès à la mémoire, qui est de 68. Et vous avez remarqué que les M1 Pro, M1 Max, etc., c'est au minimum par 100. Parce qu'ils ont une nouvelle génération de RAM. Donc, ils sont à 100. Et je prédis que le M2 va sûrement bénéficier d'une génération de RAM et d'interface au moins à 100 mégabits. Et ça va aussi beaucoup libérer de performance, puisque le M1 actuellement sature au niveau performance. En gros, les CPU sont plus rapides que la mémoire. Ouais. Donc, c'est dommage. Et pour conclure, si tu peux nous commenter la roadmap que tu nous as préparée également, où on voit les puces passées et les puces futures, et on voit l'évolution aussi bien sur le Mac que sur l'iPhone. Ouais. Alors, le M2, en gros, j'ai marqué en rouge ce qui n'allait pas changer. Donc, déjà, pour ceux qui vont peut-être le regretter, je ne pense pas qu'on aille au-delà de 16 gigas. On restera dans les 8 et 16 gigas. Par contre, ce qui va changer, c'est ce qu'on disait, c'est que ça va être une puce qui va être probablement un peu plus petite, puisqu'il aura un nouveau process de gravure en 4 nanomètres. Elle aura les nouveaux cœurs Avalanche et Blizzard, comme je vous disais, qui équipent actuellement l'iPhone 15, la puce A15, et qui est plus performante. Et puis les 9 à 10 cœurs, on prédit des 9 à 10 cœurs GPU, qui eux vont effectivement monter aussi la performance GPU. Probablement le cache à 32 mégas va augmenter. Et puis ce que vous voyez juste en dessous, les 100 et la LPDDR5, c'est la nouvelle génération de mémoire qui va vraiment libérer la puissance avec, en gros, une consommation toujours contenue à 45 watts. Donc, c'est vrai que ça ne va pas être un petit peu comme l'iPhone 13, Olivier, une grande révolution, mais tous ces petits bouts d'optimisation à droite à gauche va faire que ça va délivrer peut-être encore plus d'autonomie, plus de performance sur les MacBook Air notamment, et la capacité de brancher peut-être plus d'écran, j'imagine, sur le Mac Mini, puisqu'on regrettait sur le Mac Mini de ne pas pouvoir brancher plus d'écran. Donc, franchement, je pense que l'M2 va être très bon. Ouais. Alors, en tout cas, merci pour toutes ces infos, c'était passionnant. Merci pour ces travaux de recherche. On essaiera de refaire ensemble, Fred, une émission où on essaiera un petit peu d'aller un peu plus loin encore et revenir sur ce bref historique, parce que moi, ça me tient à cœur de montrer que le travail sur le long terme, c'est important dans tous les domaines de notre vie, hein, et pas simplement faire un coup. Et là, c'est une belle illustration d'un travail qui s'est déroulé année après année, et on commence à simplement récolter les fruits aujourd'hui. Avant de passer au coup de cœur, un petit mot à propos de notre partenaire CyberGhost, qui vous propose cette semaine un bon plan si vous recherchez un VPN pour protéger votre présence en ligne et rester à l'abri des regards indiscrets ou encore simplement le streaming. CyberGhost, c'est le VPN qu'il vous faut, chiffrement de pointe tout en étant simple d'usage, gestion jusqu'à 7 appareils, bien sûr tous les modèles d'Apple, qu'ils tournent sous macOS, iOS, et iPadOS et même, Laurent, l'Apple TV. Pour toute souscription à un plan de 3 ans, CyberGhost vous offre jusqu'à 4 mois gratuits, c'est dur à dire, vous trouverez le lien dans la description de ces vidéos. N'hésitez pas à nous soutenir, on passe tout de suite au coup de cœur. Fred, on commence, honneur à toi, on commence par ton coup de cœur, si tu en as cette semaine. Oui, c'est celui qu'on a vu apparaître et puis repartir parce qu'il est en rupture de stock. Mais l'écran de Samsung, je crois que c'est le M8 de mémoire. Et cet écran quelque chose, hein, nous rappelle quand même quelque chose qui est très intéressant.
Ouais. Voilà. Alors, bon, derrière, le diable se cache dans les détails. Effectivement, c'est un écran qui est très grand, hein, 32, c'est une 32 pouces, c'est une dalle assez commune sur plutôt la partie télé. Et la résolution, effectivement, j'avais échangé avec Laurent, sur LinkedIn, la résolution n'est pas pof, elle n'est pas terrible pour cette taille, elle est de 4K. Par contre, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'est que ça supporte Apple TV. Ça veut dire que cet écran est quand même autonome pour pouvoir regarder Apple TV+. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu regretté sur le dernier moniteur d'Apple. Comme beaucoup, hein, d'ailleurs, observateurs, j'aurais aimé qu'ils puissent le faire, mais je crois qu'on ne pourra pas parce que, je ne sais pas si vous l'avez noté, cet écran n'a pas de puce Wi-Fi, elle n'a pas de connectivité Wi-Fi. Donc, Oui. ça serait Ce difficile. serait trop simple, tu penses bien. Mais ça aurait été sympa, effectivement, d'avoir quasiment une télé dans ce moniteur qui, accessoirement, coûte presque le double du prix du Samsung qui est déjà en rupture de stock. On aura l'occasion de vous en reparler parce qu'en plus, il s'associe parfaitement. Ça ressemble à un iMac et un Apple, plus qu'un Apple Studio Display, à vraiment un clone d'iMac. Et notamment avec ses fonctions d'Apple TV+, c'est vraiment très sympa. Laurent, ton coup de cœur cette semaine, justement. Alors moi, c'est Frédéric, parce qu'on a eu un débat un peu endiablé sur les écrans, et je ne m'attendais pas à choisir l'écran. En fait, j'ai choisi l'Apple Studio Display, et je vais expliquer pourquoi. Je suis complètement opposé à l'analyse de Didier qui dit que c'est quelque chose de périmé. Il est parti. Ouais, mais les absents ont toujours tort. Ah bon. Non, mais il dit que c'est quelque chose de périmé. Il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est que le LG, qui est la source, la même dalle, hein, est en rupture. Donc le MG qui est comme en... C'est bizarre. Ouais, mais il est en rupture depuis longtemps. Ouais. Parce que moi, ça fait très longtemps. Tu sais On va acheter toutes les non, mais dents. depuis qu'on a testé le Samsung, Le donc, Noël dernier. le en curvé. G9, Ouais. je travaille sur la densité de pixels. Et je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était la densité de pixels. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'entre un 4K et un 5K, il y a quasiment le double de pixels sur un 5K. Un petit peu moins du double. Mais c'est quand même très différent. Quand tu travailles avec l'écran qui est devant tes yeux, c'est pas la même chose. Donc il y a des gens qui se satisfont d'un 4K. Mais moi qui aime les écrans très denses, où il y a beaucoup d'informations, il faut juste imaginer que l'écran du MacBook Pro, le dernier, hein, le Max, tu as une définition qui est quasiment identique à celle du... Oui, mais il est rassemblé dans un écran. Oui, compact. mais ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir de la densité quand tu travailles, parce que tu peux mettre plus de choses à l'écran. Question d'avoir de bons yeux. Oui, mais Tout petit. encore une fois, donc c'est pour ça que je pense que ces deux produits, c'est pour ça que je les ai choisis, les deux produits sont complètement complémentaires. Il y a des gens qui vont se trouver dans le 4K, et c'est déjà Non. un, Oui, non, je suis c'est un, d'accord. c'est un très bon appareil. pour- Maintenant, on va parler 5 ans. Je veux juste rajouter une chose. Ouais. Je me suis amusé à regarder le prix. Il vaut 1400 € le LG. Ouais. 1400 €. Il n'y a pas de caméra, ok, et il n'y a pas un système de son. L'Apple, il a 1749. Ouais. Ok, donc il y a 350 € Non, pour une mais- bonne caméra. Il va trouver son public, cet écran. La bonne caméra, on peut en discuter parce que c'est pas du. Non, pas c'est du trop le- 1080. Non, non, le rendu est vraiment décevant. Tu verras, on va essayer de vous faire une petite vidéo. Le rendu est vraiment décevant, mais il fera une Ouais. mise à jour. En revanche, non. Ce Par que, contre, elle te c'est- suit. Oui, oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est le cas aussi du Samsung, hein, si tu as l'option caméra. Mais paradoxalement, Qui est rajouté. qui est rajouté. Non, ce qui est vraiment dommage avec le Samsung, avec l'Apple, c'est que pour ce prix-là, tu t'attendrais à avoir un minima un écran mini LED, un minima. Tu t'attends à avoir un écran minette. Surtout, il y a la puce dedans. Voilà. Tu Mais t'attendrais après, à avoir, c'est, tu t'attendrais à avoir quelque chose compatible AirPlay. C'est le geek que tu peux, qui oui, se tu manière moi t'attendras qui le à plus de dit, et c'est ou encore Didier qui disent voilà par rapport aux critères de qualité qu'on s'attend d'Apple, on s'attend à ça. Après, c'est pas un mauvais écran, mais Non. en termes de calibration, Moi, ce que je le il est reproche, c'est le certainement pied. meilleur que le Samsung. Parce que le reproche, c'est le Le pied. pied, bon, le on est pied, habitué, mais- c'est honteux. Il faut l'acheter en VESA et le mettre sur un pied externe. Voilà, écoute, on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler. Mon coup de cœur, regardez, on l'a reçu, c'est l'iPad Air 5 avec sa nouvelle couleur bleue qui est très jolie, Le bleu est magnifique. qui est plus foncé qu'auparavant. Retrouvez le test complet de cet appareil dans un ORLM Express dès cette semaine sur la chaîne YouTube dont refait le Mac avec notre ami Octave qui vous a préparé ça. Vous allez voir, c'est épatant. Vous serez tout sur l'iPad Air. Faut-il mieux acheter un iPad Air ou un iPad Pro parce qu'ils sont très proches aujourd'hui. Ils partagent la même puce, le MA. Vous serez tout avec ORLM Express et notre ami Octave. Et puis n'oubliez pas, hein, les t-shirts ORLM, c'est nouveau, c'est sur la chaîne de Refait le Mac, la chaîne YouTube. C'est dans le lien de description. Vous avez ce modèle-là. Vous avez encore le modèle de notre ami Laurent qui est sur ma gauche, voilà, qui rappelle l'écran de démarrage de macOS 10. Attends. Et oui, il y a même des casquettes. Oui, allez, il va se... Voilà, vous avez la totale. N'hésitez pas à soutenir. On refait le Mac et puis vous verrez dans quelques semaines
lorsque nous aurons terminé notre déménagement, parce qu'on déménage la semaine prochaine. J'espère qu'on sera à partir de demain. Il y a beaucoup de travail en matière de travaux, donc on espère être prêt pour la semaine prochaine et de faire une émission. Vous verrez qu'on lancera une version premium dans Refait le Mac avec des souscriptions et des avantages qui seront bien sympas, vous verrez. J'espère que vous nous suivrez dans cette belle aventure. Merci Fred d'avoir participé. C'est une première émission et je présume qu'il y en aura beaucoup d'autres encore. Merci Olivier, merci pour l'accueil et c'était super. C'est un plaisir. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine. C'est la fin de ce 438e déjà épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Vous tous derrière les écrans, on grandit toujours ensemble, c'est formidable. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Abonnez-vous, on a besoin de plus d'abonnés. On a beaucoup sur podcast d'Apple, il nous en faut plus sur YouTube. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine.